Alors, bonsoir chers amis de la poésie. Cette édition, le 15e, donc avance, comme vous le savez bien. Déjà l'année passée, nous avons commencé avec une conférence en français parmi beaucoup d'autres langues qu'on parle à Bucarest actuellement. Vous vous souvenez, hier soir, c'était plus d'une vingtaine de langues que se prononçaient avec des traductions afférentes, avec l'anglais inévitable, etc., etc. Cette fois-ci, on va parler uniquement en français. Un capacité où l'année passée le faisait déjà. Quelqu'un d'entre vous se souvient certainement de sa conférence. On va rééditer cette expérience. Et évidemment que la francophonie, c'est le premier mot qui nous vient à l'esprit. Et moi, j'étais en quelque sorte pour une certaine période, j'ai représenté la Roumanie auprès de la francophonie, mais soyez tranquille, je ne vais pas vous tenir une conférence au sujet de l'importance de la francophonie, même si je rajouterais qu'elle est très importante. Et que je pense que nous, qu'on est au milieu de la francophonie, tant aimée, j'aimerais savoir votre opinion, parce que j'ai l'impression que les contacts sont plus faibles qu'avant. Je ne sais pas si c'est notre faute, c'est la faute de la France, ou peut-être c'est l'anglais qui est tout puissant et qui nous a envahis. Tout cela pour dire que la francophonie, donc c'est le principe que j'aimerais bien souligner ici, ce n'est pas pour l'éloge de la France ou de la langue française ou de la culture française, mais c'est l'éloge de la diversité et la mise en pratique de la diversité à travers l'expérience des francophones, des francophiles et des diverses cultures qui sont développées en langue française. Donc nous, du moins ma génération, on est très attaché à la francophonie, aux valeurs de la francophonie et à la diversité. Et ça me fait plaisir de le souligner parce que, comme vous voyez, comme vous pouvez le constater, on parle toutes les langues dans ce festival et tant mieux. Tant mieux. On passe de l'italien au français, à l'espagnol, géorgien. On parlait hier géorgien, la langue de Bagashvili, de Siki, et peut-être de Christ, comme disait l'ambassadrice, peut-être la langue de Christ après la résurrection, etc., etc. Mais je ne vais pas m'étaler davantage ici devant vous. Je passe la parole à Magda qui a conçu un plan très astucieux pour ce soir. Donc, elle a ces petites idées qu'elle va les mettre en pratique et elle va commencer par présenter un peu nos invités. Peut-être commencer par les petites idées. Merci, Lino Flamand. Et évidemment, on va finir par lire des poèmes en français. Oui, voilà. Après avoir hier soir à l'Institut français une rencontre très réussie avec une cinquantaine de personnes qui nous a écoutés, ce soir nous sommes en petit comité, mais pourquoi pas, c'est peut-être mieux encore. Pour ce soir, je n'ai pas pensé à un programme très strict. Justement, on va s'adapter, on improvise parce qu'on est des poètes. D'accord. Mais j'ai pensé d'abord parler un petit peu de la francophonie pour des raisons que je vais montrer. Oui, et Sylvestre aussi, il piétine, il n'attend qu'à ça, de nous parler de la francophonie. C'est justement pour provoquer un petit peu les choses. Puis je donnerai la parole à chacun d'entre vous pour faire quelques mots, quelques idées qui vous semblent intéressantes et nécessaires. J'ai proposé la francophonie pour une raison subjective. Quand je suis arrivée à Paris en tout début des années 2000, j'ai découvert cette conception, cet archipel linguistique et culturel qui m'a fascinée.
jeune poète arrivant de la Roumanie post-communiste à Paris, grâce à cette structure, à ce réseau de poètes de proveniences différentes de tous les 5 continents, comme on disait, j'ai pu entrer très vite et facilement dans l'ambiance poétique parisienne, où j'ai connu pas mal de poètes venant de l'Orient, Proche-Orient ou l'Orient moyen, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest. Et ça m'a donné une belle image sur la langue française et son influence dans le monde. Et pour moi, la francophonie reste une valeur qui par la suite a été peut-être discutée, disputée et niée un petit peu. On va voir pourquoi avec l'aide des poètes français ici présents. Mais pour moi, ce fut vraiment une richesse culturelle d'avoir accès, grâce à la langue française, à des poésies, à des poètes venant de tous les côtés du monde avec leur sensibilité, leur spécificité et leur langue française, qui était pleine de mots venant de leur culture, qui donnaient un charme, une couleur, une chaleur à la langue française. Et cela m'a donné l'idée de créer un prix, parce qu'à l'époque, je travaillais à l'Institut culturel roumain de Paris, et j'ai créé le prix international de littérature francophone Benjamin Fondin en 2006. Plus important. Oui, justement sur l'idée, sur le modèle de la francophonie, parce que je l'ai mis sous l'égide de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, et ce prix, comme vous le savez peut-être quelques-uns d'entre vous, était conçu pour être accordé à des écrivains, surtout poètes, qui n'étaient pas nés citoyens français, dont la langue maternelle n'était pas le français, mais qui avaient choisi d'écrire leur œuvre en français. Et cela sur le modèle de Benjamin Fondin, Barbo Fondoyan, qui était parti. Il faut parler d'un des nombreux poètes roumains qui est bilingue pratiquement. Voilà. Oui. Et culturel. Oui, bien sûr. Donc on connaît, il y a toute une série de poètes roumains qui ont choisi la langue française dans la période des années de guerre. Mais pour moi, Benjamin Fondin fut un cas spécial, comme vous le savez. Il est mort à Auschwitz, et donc c'était encore plus important de le récupérer parce qu'il avait été un nom assez connu dans la période de l'entre-deux-guerres en tant que philosophe, une sorte de proto-existentialiste. Mais à cause de sa mort, il était oublié. Alors, ce prix a été accordé chaque année à partir de 2006 jusqu'à présent à des poètes venant de pays très différents. Et ça me fait plaisir de vous lire leur nom et leur origine pour que vous voyez comment ça s'est passé. Donc le premier fut Petr Král de Tchéquie, donc d'origine tchèque, en 2006, puis Abdelwahab Meded d'origine tunisienne en 2007, mais entre-temps il est mort. Nimrod, qui est tchadien. Linda Lê, qui est vietnamienne. Jean Metellus, qui était haïtien. Abdelatif Lahabi, qui est marocain. Jean Portante, qui est italo-luxembourgeois. Nicole Brossard, qui est québécoise. Louise Lison, qui était chilien. Semus Taktekin, qui est kurde. Gabriel Okunji, qui est congolais. Ananda Devi, qui est mauricienne. Tahar Bekri, tunisien. Bluma Finkelstein, israélienne. Habib Tambour, algérien. Jean-Luc Rahalimanana, malgache. Et Aksinia Mihailova, bulgare. C'est un cocktail de noms et de La francophonie est formidable. Et imaginez qu'à l'époque, ces noms n'étaient pas si célèbres. Entre-temps, ils sont devenus célèbres. Pas mal d'entre eux sont des noms respectés maintenant dans la littérature française. Donc cela montre qu'il y a eu quand même un critère de qualité et de valeur qui a fonctionné. Et
Donc ce prix fut le résultat de ma passion pour la francophonie que j'ai trouvée à Paris quand je suis arrivée. Mais entre-temps, les choses ont changé. Et imaginez qu'en 2007, un manifeste fut publié dans Le Monde, dans le journal Le Monde, qui s'appelait « La littérature au monde en français ». Ce fut un moment de changement. Et je voudrais que toi, Sylvestre, nous parles un petit peu de cela parce que ça m'a choqué. En même temps, ce fut un moment grave de la scène littéraire française. Oui, tu connais très bien tout ça, c'est exact. Bon, il y a plusieurs raisons, ça serait tellement long de parler de tout ça. Moi, je me suis toujours intéressé à la défense et à l'illustration de la langue française, comme nos illustres prédécesseurs, plusieurs siècles avant nous, de la Pléiade. Et donc ça avait un sens pour Senghor, qui avait appelé son mouvement la Pléiade aussi. Et ça avait un sens pour nos amis du Québec, où j'ai vécu quand j'étais jeune, comme coopérant de service national, non pas. J'allais à l'université, j'avais des cours de philosophie aussi, mais j'étais surtout attaché culturel à l'Office de la langue française pour défendre la langue française auprès de nos amis du Québec. Bon, je connaissais déjà le Québec pour y avoir été, quand j'avais 21 ans, en 1967, lors de la grande exposition universelle qui a été fondatrice pour nos amis du Québec. C'est quand même, il ne faut pas l'oublier, l'année où le général de Gaulle est venu au Québec. Il a dit à la fin, vive le Québec libre, etc. Donc, moi, j'ai été porté par tous ces événements-là, d'autant plus que mon père, qui, comme vous le savez, était un romancier très reconnu à cette époque et un poète important, il avait été chargé d'être l'organisateur pour le pavillon de la France à cette exposition universelle de Québec, de toute la partie culture, artistique, etc. Donc, il était un peu le ministre de la culture locale pour l'exposition. Donc, il est allé là-bas pendant 6 mois, il avait la part d'instruction, il a travaillé comme un diable. Il avait les qualités d'organisateur. Mon père, il avait été longtemps des bras droits des différents directeurs généraux de la radio française après la guerre. Il a eu le prix Claude Bourdet, qui est un prix de grand reporter. Donc c'est un homme de la radio, c'est un homme des médias, mon père, et un écrivain tout à fait recommandable. Voilà. Bon. Et alors, j'ai été là-bas, évidemment, en 67, avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai même travaillé comme ça pour me faire la main à l'exposition. Après, j'en ai profité pour aller visiter les États-Unis que je ne connaissais pas. Et bref, j'ai fait la connaissance là-bas de poètes exceptionnels qui venaient du monde entier et il y en avait beaucoup qui étaient des Québécois et qui étaient tellement heureux que enfin un événement se passe pour les aider à défendre leur langue qui était très menacée par toute l'anglophonie qui était partout et qui était très menaçante et très agressive puisque finalement ils avaient fait leur révolution tranquille, qu'il y avait même eu des gens qui avaient basculé quand même un peu dans ce qu'on appelle le terrorisme. Ils avaient mis dans leur bagage des gens qui connaissaient toute l'histoire, je ne vais pas la refaire. C'est même un écrivain exemplaire comme celui qui est devenu mon grand ami Gaston Miron, j'ai connu et fréquenté là-bas et en France, qui est le grand écrivain national du Québec, né en 1928, mort en 96, beaucoup trop jeune, à l'âge de 68 ans. C'était comme mon grand frère. Donc moi j'étais très heureux de faire sa connaissance et plus que ça, d'avoir l'amitié qui s'est faite. Donc j'avais pour mission de défendre la langue française, parce que à quoi je croyais beaucoup, je l'ai fait de mieux possible. Ce qui s'est produit, c'est quoi? C'est que très vite, à part Mitterrand qui avait compris l'importance, parce qu'il avait la culture pour le faire, de défendre ces valeurs-là, Rocard qui les avait également, mais comme ils se sont tirés dans les pattes l'un et l'autre, Mitterrand a dégagé Rocard pour pas qu'il prenne la suite, parce qu'il avait son orgueil, Mitterrand, et Rocard aussi que je connaissais bien, je connaissais l'un et l'autre. Donc ces gens-là se sont tués entre eux. Ça a été une catastrophe pour la France. Pourquoi? Parce qu'après, on a eu des gens qui ont moins su défendre la langue française, c'était plus leur priorité. Ils avaient un complexe d'infériorité par rapport à l'anglais, parce qu'ils parlaient très mal l'anglais, et quand les patrons français leur expliquaient que si vous ne parlez pas anglais, vous êtes foutus pour le commerce. Et nous, les écrivains, les autres, ils ont commencé à moins nous écouter. Celui qui nous a encore écouté à la fin, un peu Chirac et beaucoup Villepin. Je ne parle pas de politique, là, je parle des gens qui se sont intéressés à la défense de la langue française, encore un peu à la fin. Donc, je me suis dit, ça ne va pas tout ça, du tout. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Je suis revenu en France, je me suis engagé bénévolement dans des institutions littéraires, parallèlement à mes activités de professeur et d'éditeur, et de poète et d'écrivain, et j'ai fait ça au sein du bureau de la direction de la Société Jean de Lettres de France, où on m'a chargé tout de suite parce que les poètes ne s'intéressaient pas tellement à la chose, il y avait surtout des romanciers et des critiques
universitaire. J'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre la poésie, parce que par la poésie, on va défendre la langue française, peut-être mieux que voilà. Ils ont dit d'accord, ok. Donc ils m'ont élu président de cette commission, puis de la commission de défense de la francophonie, puis de la commission de défense des affaires internationales. Ils m'ont même poussé à me présenter parce que je suis capable de parler l'anglais à Bruxelles, parce que c'était l'anglais malheureusement qu'il fallait parler à Bruxelles, non plus le français. J'ai réussi à me faire élire au bureau de l'association internationale, au moins européenne, des écrivains qui défendent à la fois les droits d'auteur, l'expression, la libre expression. Donc j'ai été à Bruxelles, j'ai fait tout ça bénévolement. Je ne regrette pas, c'était formidable. Mais j'ai compris tout de suite en arrivant au début du siècle à Bruxelles que c'était foutu, parce que M. Barroso, le portugais, l'anglais, tous les gens qui étaient à Bruxelles, la commission, l'anglais. Bon, alors voilà. Donc déjà, on avait les 11 langues officielles au Parlement, les parlementaires et les députés défendaient bien la langue française. Avec d'autres langues, des petites langues, il n'y a pas de petites langues pour moi, il n'y a que des langues. Toutes les langues sont égales et elles sont de même valeur. Donc je voulais, moi, en défendant le français, défendre toutes les autres langues. Qu'est-ce que je fais? Donc je vois qu'à part Villepin, c'est foutu. Il résiste un peu aux Nations Unies pour des raisons politiques. Il invite quand même les poètes à Matignon quand il est Premier ministre. Il m'invite avec 39 autres poètes. Il choisit 40 poètes français. Qui était, je sais, je m'en souviens. Et donc il nous invite et il était sincère, un peu flamboyant. C'est un homme qui parle bien, comme ça. Et il nous dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait là? Je dis, ben, on défend le français. D'ailleurs, il y avait Jean Portant, il y en avait d'autres. Et en fait, on avait fait deux mouvements. Il y avait un mouvement qui s'appelait Confluence au pluriel, Confluence poétique, dont je faisais partie. J'étais un des membres fondateurs avec Jean Portant et d'autres. Il y avait que des gens qui croyaient à ça. Tu en as cité plusieurs. Bon. Et on commence à travailler. Celles et ceux qui étaient pas natifs de la langue française, mais qui la défendaient en la parlant, en écrivant une partie de leur œuvre, la totalité en français, on était tous copains, ça marchait très bien. C'était pas suffisant. On avait nos entrées un peu partout, chez Gallimard, partout, tout ça. Mais c'était encore pas assez. Donc, toi, tu avais ça aussi, tu as créé Fondane, c'est bien. Qu'est-ce que je fais quand je vois que c'est plus suffisant? Villepin, il tombe, je dis, on va créer une nouvelle Pléiade. On va créer une nouvelle Pléiade et on va le faire. Je vais le faire en associant des écrivains de toutes les rives. En Afrique, en Asie et puis surtout en Afrique, où il y a encore beaucoup de francophonie et de bons écrivains qui écrivent en français. Et puis au Québec, évidemment, où j'avais mes entrées pour avoir vécu là-bas et être venu souvent de deux côtés. Bon, ça marche, on fait ça avec des gens remarquables. Je rentre un an plus tôt, en 2002, on m'élit à l'Académie de l'Armée. Et là, donc on a là toute la francophonie. À l'Académie de l'Armée aussi, on avait Senghor, on avait tout ça. Oui, il est mort rapidement après, mais on avait quand même les plus grands. On les a encore, on a des excellents poètes et qui viennent de différents pays. J'ai fait rentrer ensuite Bisson et d'autres, je ne suis pas seul, après j'ai pris la présidence, tout ça, je m'en occupe encore, mais le problème c'est que les gens qui dirigent la France nous ont lâchés depuis longtemps. Ils ont commencé chez vous, ici en Roumanie, on avait Renaud qui développait tous ces imbéciles, excusez-moi du terme, de directeurs de... C'est la vérité de gloire de l'Union. Voilà, ils se sont mis à parler un très mauvais anglais, parce qu'ils avaient un complexe d'infériorité, alors que tout était en français, tout ça, ils ont fait des catalogues commerciaux, tout ça, en anglais. Les Roumains, vous, nos amis roumains, vous êtes dit, ils sont fous ces gens-là, mais vous aviez raison de penser ça. Ils ont tué la langue française, les banquiers, les directeurs, les commerciaux, tout le monde. Et nous, après le départ de Villepin, on n'a eu que des crétins, excusez-moi, en France, c'est pas politique ce que je dis, des types qui ne savaient même pas lire, ils ne savaient même pas qui était Madame de Lafayette, Sarkozy, un crétin, un imbécile total. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens pareils? Un culte vulgaire, agressif, qui disait casse-toi pauvre con, des injures à des gens qui leur avaient rien fait. Ils nous ont tués ces gens-là, des imbéciles. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors moi, j'ai fait ce mouvement avec nos amis Hélène Dorion, des gens de grande qualité, la Nouvelle Pléiade. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir l'OIF. 2005, je vais voir l'OIF, j'en ai écouté, vous êtes là, vous faites quoi? Vous avez des valeurs humanistes, on a des valeurs humanistes, vous êtes là pour défendre le français, des valeurs humanistes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi je vous propose, on crée un grand prix de la Nouvelle Pléiade, c'est en hommage à Senghor, et on va l'appeler le prix international de Senghor, et on va le donner à meilleurs écrivains. Ils disent d'accord, parce qu'au début, ils se disent merde, on a le prix des 5 continents, mais c'est peut-être pas suffisant. Ça les embête parce qu'ils n'ont pas pensé eux-mêmes qu'ils auraient dû faire un prix Senghor, c'était évident. Il y avait même un des neveux de Senghor qui faisait partie de leur staff. Moi, j'ai pas été le voir, j'ai été voir directement la direction. C'était des gens du Québec à l'époque qui me connaissaient, qui ont dit oui, on va vous aider, on va faire ça. Ils développent une enveloppe financière suffisante pour qu'on lance l'affaire. Et on donne ça, on donne ça à Métellus. Donc on fait la même chose au fond parallèlement. Et le problème, c'est qu'après, peu à peu, ces gens-là, par pure jalousie, disent
mais l'initiative n'est pas venue de nous, ce sont des bureaucrates, excusez-moi, mais dès qu'on fait une institution, ça se bureaucratise. Il y a des gens qui sont là, ils se placent les uns entre eux, ils font plus le boulot, et à un moment donné, j'ai apporté à Segers une anthologie, j'ai fait des tas de choses, on a tous fait des tas de choses, puis peu à peu ça a dégringolé parce qu'on n'avait que des crétins qui dirigeaient la France. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Sylvestre, excuse-moi, tu as parlé des politiques, des financiers, des autres qui détruisent la langue française, mais il y a une autre manière de la détruire en créant quelque chose de nouveau. Je profite du fait que Petre est là, qui connaît par cœur, qui connaît très bien un grand poète roumain qui effectivement s'est battu avec la langue française en créant quelque chose de nouveau. Gerasim Luca. Bien sûr. Mais j'ai oublié de présenter. Justement, là, on n'a pas pris. Vous avez le programme. Au moment où il parle, c'est déjà Sylvestre Clancier qui a parlé. Il est président d'honneur du Pen Club français, mondialement connu, poète, essayiste, etc., grand ami de la Roumanie. Petre Răileanu, roumain, ancien collègue de Dinu Flamand en Radio France Internationale, grand spécialiste en avant-garde littéraire, non seulement française, européenne et roumaine aussi. Et ça me ferait grand plaisir si tu nous parles un peu de Gerasim Luca, qui est, on dirait, ta découverte, parce que finalement, et tout le monde le découvre, mais toi, tu l'as fait d'une manière exceptionnelle. J'aurais voulu parler de Gerasim Luca, mais je me suis dit que je vais aborder une question qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse d'une certaine manière tous ceux qui sont présents ici. Moi, j'ai commencé à vivre en France à partir de l'âge de 40 ans, et donc j'ai commencé à vivre en France et j'ai commencé à vivre dans la langue française. J'ai rencontré des écrivains qui étaient mes collègues. Je connaissais des écrivains qui avaient vécu avant nous, qui font l'objet de mes recherches. Et j'ai constaté parmi ces écrivains, il y en avait qui continuaient à écrire en roumain tout en vivant en France, comme Alexandre Papillon, Dinu Flamand. D'autres qui sont à cheval sur deux langues, comme Țepeneag, Matei Vișniec, et qui alternent les deux langues. C'est une situation, je me suis posé des questions, c'est une situation extensive très compliquée. Moi-même, j'ai vécu ça et je vais vous lire un petit texte justement sur cette question, comment écrire dans une autre langue. Écrire dans une autre langue que sa langue maternelle est à la fois une déchirure et une jubilation, et c'est une tension que les écrivains ont explorée dans leur œuvre. Déchirure car perte de racines. La langue maternelle est liée à l'enfance, aux émotions premières, aux origines. La quitter, même partiellement, peut créer un sentiment de trahison ou d'aliénation. L'écrivain qui le plus souvent arrive dans la nouvelle langue à un âge adulte, après avoir entamé une carrière littéraire dans sa langue natale, vit comme suspendu entre deux mondes linguistiques. Il y a souvent un sentiment de non-appartenance ou d'inconfort permanent dans la langue d'adoption. Mircea Eliade écrivait dans son journal que tout exilé est un être scindé, coupé en deux. Comment écrire dans une autre langue? Cette question nous révèle la nature profonde, ontologique, de l'acte d'écrire. Car il ne s'agit pas tout simplement d'une translation mécanique d'un idiome à l'autre. Écrire dans une autre langue, c'est se situer dans un système différent de références culturelles et historiques. Une langue n'est pas seulement un véhicule, un lexique et une syntaxe, mais aussi une vision du monde, et surtout une vision du monde. Écrire dans une autre langue, c'est se situer dans cette autre vision du monde et parler de soi-même. Plus encore, une langue est une forme de solidarité de destin. Dans une autre langue, devient-un un autre. Et là, je parle de mon expérience personnelle. Il est vrai que la voix qui s'exprime dans une autre langue n'est pas perçue comme émanant de son propre corps, au début du moins. À la différence de la voix qui s'exprime dans la langue maternelle, quand on parle une autre langue,
on a une forte sensation d'habiter un autre corps que le sien, un corps étranger dont on prend progressivement possession et qui devient sien. Comme l'exilé qui arrive ou pas à faire un nouveau chez soi un pays étranger. Il me souvient l'immense, l'inexplicable fatigue de mes premières années en France. Je payais sans vraiment le savoir ce qui plus tard s'est révélé à moi comme étant la douane des langues. Un après-midi, dans un court sommeil profond et éreintant, je me lève en train de lire Homère, un fragment qui ne ressemble à rien de ce que je croyais connaître. Une voix me chuchote qu'il s'agit d'un chant perdu de l'Odyssée, la douane des langues. Et dans le rêve, elle prenait la forme d'un monstre vorace qui exigeait pour vous ouvrir le passage des morceaux de vos chairs. Me voici donc en France, devenu du jour au lendemain, malentendant et presque muet. Comme je ne comprends spontanément qu'à peu près 50% de ce que se dit autour de moi, j'ai l'impression de ne pas bien entendre. Et muet, car je n'ose pas ouvrir la bouche de peur de crasser les sons, d'écorcher les mots de cette langue qui est peut-être le bien le plus précieux dont dispose la France et dont elle a fait don à l'humanité. Car c'est la langue française qui a forgé la France, ce qu'on appelle l'esprit français. Clarté, précision, symétrie sont ces particularités présentes dans tous les types de discours, au point qu'elle a pu donner l'impression de manque de profondeur. Alors, écrire dans cette autre langue qui est en train de devenir sienne, c'est à la fois déchirement et jubilation, mort et résurrection. Voilà. Très bien. Très bien. Je pense qu'on pourrait donner la parole à notre jeune poète et collègue qu'on a écouté hier soir, nous lisant des poèmes excellents, Grégory Rateau, qui représente un cas à part parce qu'il vit en Roumanie. Il est français, mais il vit en Roumanie. Donc c'est l'inverse de ce qui se passe avec les poètes roumains qui vont en France et qui essaient de s'adapter à la langue et à la culture française. Comment se passe chez toi cette habitation en Roumanie? Quel est ton rapport à la culture roumaine? Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont utiles ou précieuses à recevoir? Alors pour être tout à fait franc, moi c'est un rapport particulier parce que ça fait 10 ans, donc il a évolué. Au début je suis venu explorer, je retrouvais un peu j'allais beaucoup à la campagne, à la montagne, j'allais donc au contact de gens qui ne parlent pas d'autre langue que la leur. Voilà, même si on parlait le français à l'époque dans les campagnes, maintenant on n'en parle plus. Et c'est vrai qu'en rencontrant toutes ces personnes authentiques, j'ai retrouvé les premières perceptions de mon enfance. Le territoire sacré de l'enfance, parce que c'est ça aussi. Pour moi, la poésie, la création, c'est toujours une reconquête de sa propre langue. Donc, donc voilà, c'est ce qui s'est passé au départ. Donc, j'ai écrit un récit de voyage qui a été traduit chez Polyrome, qui s'appelle Orinal Pleno Romania. Et donc au début, j'étais devenu un peu français, qui aimait la Roumanie. J'avais le média, le Petit Journal de Bucarest, qui est le seul média en français donc, qui fait la promotion de la Roumanie, de tout le territoire. Et donc voilà, j'étais devenu l'amoureux de la Roumanie, mais ça me collait un peu à la peau. Et moi, je n'avais pas forcément envie d'écrire sur la Roumanie. Je venais ici pour fuir un peu une certaine tentation parisienne, même cette ville écrasante, où on est écrasé par le poids de l'histoire, on est écrasé par finalement, voilà, j'avais besoin de m'isoler ici. L'occasion s'est présentée. Et la Roumanie, pour moi, c'est comme ça va être un peu dur à dire, mais c'est comme une cellule monastique. Quoi. Ça m'a permis d'écrire réellement, voilà. Okay. Et donc, après, bon, je me permettrai pas de critiquer, c'est comme toute personne qui vit ici depuis longtemps, en fait, on a le regard évolue. Ce qui me manque de la France, c'est les commerçants ne sont pas extrêmement sympathiques, et quand ils se souviennent de moi au bout de 10 ans où je suis passé au même endroit, c'est un miracle. Mais ça arrive de temps en temps, mais voilà. Alors qu'à Paris, c'est vrai qu'il suffit que j'aille dans le même bistrot pendant 3 jours de suite et je suis le meilleur ami du serveur, par exemple. Voilà, c'est juste ce genre de choses. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend, j'ai appris une certaine humilité par rapport à mes... Enfin, je veux dire, moi, c'est vrai que
je vais être un peu critique de la France, mais il y a une prétention d'être... voilà, quand je voyage dans les festivals, les Français, ils ont l'impression d'être au centre du monde. Ce qui est intéressant à un moment donné de sortir de son centre. Son centre, ça peut être Cluj, ça peut être Bucarest, ça peut être Paris, ça peut être une ville. Ben, c'est de prendre un peu de distance, de recul, et surtout vivre à l'étranger, en tout cas l'exil volontaire, celle qu'on a choisie. Ça permet aussi, comment dire, de se réconcilier avec sa propre culture. C'est-à-dire que c'est pas une question de critiquer la Roumanie, de la comparer avec la France. C'est de se dire, bon, bah, la France, c'est quand même pas si mal, je suis né là-bas, ça doit avoir un sens dans mon parcours. Et maintenant que je suis ici, mais qu'est-ce que je peux observer à distance et comment je peux justement mêler ces deux cultures et voilà. Et bien sûr, il y a un lien très fort entre la France et la Roumanie, et je trouve que les Français ne le rendent pas assez roumain. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça que quand Sylvestre m'a dit j'ai envie de revenir en Roumanie, on en a parlé avec Magda, mais je trouvais que c'était cohérent parce que c'est un amoureux de la Roumanie. Et bon, Guillaume n'a pas pu venir, mais l'intérêt de Guillaume, qui était traducteur, c'était de lui faire découvrir aussi la Roumanie. Voilà, donc il y avait une cohérence aussi dans cette délégation. Je me glisse un peu une petite parenthèse dans le thème que Peter avait lancé. J'avais même moi-même été tenté par cette expérience de me traduire moi-même. C'était la catastrophe. Absolument, parce que dans l'esprit de la langue, je changeais mon poème. Donc je m'accordais des libertés qui n'étaient pas justes. Et jusqu'à ce que j'ai compris en lisant, en connaissant, en venant en contact avec l'expérience de Samuel Beckett, qui effectivement, il se traduisait lui-même jusqu'à ce qu'obligé par son refuge pendant la résistance, il n'avait plus de livres, il n'avait plus des anglophones autour de lui, il vivait en terre française, il a commencé à écrire ses poèmes en français. Auparavant, il se traduisait lui-même, il constatait qu'il avait deux variantes qui ne correspondaient pas, c'était deux variantes finalement comme deux miroirs qui s'augmentaient, mais en même temps se trahissaient. Donc il a commencé à lire ces poèmes que j'avais traduits en roumain, il était déjà traduit en français. Mais il utilisait effectivement, il forçait à la fois la langue française comme il l'a fait pour la langue anglaise. Mais je suis de l'opinion de Sioran qui dit très clairement dans un interview assez récent donné à Kabijde, qui dit « Un poète ne peut pas écrire que dans une langue de son enfance qu'il a parlé jusqu'à 4 ans. Plus tard, c'est raté. Ce n'est que dans sa langue maternelle que se produit cette morte subite dans l'âme qui est la poésie. Pourquoi morte subite dans l'âme? Parce que le passage à la parole, ça veut dire que tu aplatis la sensibilité. Ta sensibilité n'a pas besoin de s'exprimer. Ta sensibilité est à l'intérieur, au niveau des sens, au niveau de ta perception, corporelle. Donc, il était d'une exigence extraordinaire après avoir passé par son propre expérience. Il commençait à traduire Mallarmé jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'était inutile, effectivement, parce que c'était un médiocre Mallarmé en roumain, et finalement il disait personne n'a besoin de bon Mallarmé. Mais pour moi, je ne pourrais jamais écrire dans une autre langue et me traduire moi-même. J'adore la poésie française, mais plus je entre dans les traductions que j'ai faites, je me pose la question comment peut-on écrire la poésie en français? Parce que parfois c'est d'une rigueur, coercitive, incroyable. Mais pourtant, on aime la poésie française et on l'adore. Je pourrais vous réciter toute la nuit de poèmes en français. Magda. Et tu présentes les autres, continue. Oui, je vais inviter maintenant à parler Valeriu Stancu, car il représente un autre cas intéressant. Il est poète roumain qui vit à Iași et il a construit toute une histoire de traduction
de la poésie ou des poètes français francophones en roumain et vice-versa. Et il s'est fait traduire aussi dans pas mal de langues. Non. Non? Je ne suis pas traduit en français. C'est vrai? Jamais. Bon, J'écris directement en français. Ah, d'accord, ça je le savais. Voilà, j'ai des livres parus en France, il n'y a pas de traducteur. D'accord. Moi j'écris en français, mais je ne parle pas français. Tu veux nous parler de ton parcours, de ce point de vue? Non, il est un cas spécial. Nous sommes tous des cas spéciaux. Allez, explique-nous. Bonsoir. Je voudrais excuser mon français assez hésitant. Je n'ai pas l'habitude de parler français. Mais j'écris, on dit que j'écris bien en français, enfin, je n'ai pas la certitude. Mais parce que vous voyez de tous ces créateurs très connus et très importants d'ailleurs qui sont devant vous, je suis le seul qui n'a jamais vécu en France. Moi je suis de Iași, j'habite à Iași, j'ai vécu toute ma vie à Iași. Mais c'est un paradoxe pour moi, parce que quand même écoute-moi, je fais partie du Haut Conseil de la francophonie et de la langue française. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de qualité pour ça, mais quand même. Mais je vais vous dire deux choses sur la francophonie. Je suis arrivé à la francophonie par le biais. Donc, Sylvestre a évoqué le poète sénégalais Léopold Sédar Senghor qui a inventé la notion de négritude. Et puis les écrivains belges d'expression française, ils ont transformé ça en belgitude. Et par le biais de la belgitude, moi je suis arrivé à la francophonie. Et bon, un soir, bon, c'était Molditude, ça n'existe pas, Molditude, de la Moldavie. Non, mais tu peux l'inventer, toi. Donc c'était minuit, quelqu'un a frappé à ma porte. J'étais en train de peindre ma cuisine, j'étais sale, les pantalons déchirés. J'ai ouvert la porte et c'était, probablement vous le connaissez, le directeur de l'Institut français de Iași, Georges Diener, accompagné par une personne grisonnante, de haute taille, enfin. Et je n'ai pas retenu qui est la personne et je les ai invités chez moi. Je vous ai déjà dit ça. On a grignoté quelque chose et on a commencé à bavarder. Et j'ai appris que le mec qui était devant moi s'appelait Xavier Denieux et que c'était le ministre de la francophonie et des territoires d'outre-mer de la France. Bon. Alors, comme j'étais à l'époque rédacteur en chef de la revue Chronica, j'ai dit, bon, je vais faire un dialogue avec lui. Et j'ai lui adressé cette question à propos de l'essor de l'expansion de la langue de l'anglais. J'ai demandé, en tant que ministre de la francophonie, s'il n'a pas peur de l'expansion de l'anglais. Et il m'a donné une réponse, bon, diplomatique évidemment, mais qui m'a frappé. Il m'a dit, écoute Valérie, l'anglais aujourd'hui c'est une sorte d'espéranto. Et qui a peur aujourd'hui de l'espéranto? C'était ça sa réponse. La deuxième chose, la deuxième histoire que je veux vous dire, je suis lié quand même de la francophonie, de la francophonie roumaine. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai été très fier et Petre, il connaît mieux que moi cette affirmation. J'ai été très fier quand j'ai lu l'affirmation du philosophe français Gilles Deleuze qui a dit le plus grand poète français du XXe siècle, c'est le roman Gerasim Luca. Et autant que le philosophe français Michel Camus, le poète d'ailleurs, qui a, et moi aussi c'était ça, mais je lui traduis paraphrase hérétique. Quand il dirigeait France Culture, il a invité une nuit, c'était la nuit de Saint-Sylvestre. Ils ont fait un dialogue. Il a invité dans le studio de Radio France, de France Culture. Toute la nuit, ils ont fait des enregistrements, des poèmes, des dialogues, tout ça.
Je ne connais pas les raisons pour lesquelles personne n'a. Donc, ils n'ont pas donné les enregistrements sur la radio. Et avant de mourir, Michel Camus m'a demandé de venir le voir. Il m'a donné tout ce qu'ils ont fait pendant la nuit. J'ai une boîte comme ça qui est inédite. Et je garde chez moi donc tout ce que Gérasime Lucas et Michel Camus ont discuté pendant la nuit de réveillon et tous ces poèmes qui sont restés inédits. Je les ai chez moi. Donc, moi j'aime la francophonie roumaine parce qu'on a envahi la France. Merci. On a commencé avec Tristan Tzara et on a continué avec Ionesco qui a utilisé la langue française de sa manière. Et Sioran, il s'est adapté, il s'est laissé adopter par la langue, tandis que les autres c'était des rebelles. Finalement, Gérasime Lucas, c'est lui qui a détruit en quelque sorte le sémantisme de la poésie. Parce que Petri est le grand spécialiste. J'adore cet exemple. Les Roumains, ils commencent par casser la langue avec Tristan Tzara. Il l'a fait en français partiellement, mais quand il l'a fait en français aussi. Et ils finissent par casser encore la langue avec Gérasime Lucas, qui finalement extrait tout le contenu, presque tout le contenu sémantique de la poésie. C'est extraordinaire. Je vais te dire une chose incroyable. J'ai vécu une mauvaise histoire avec la maison d'édition Hachette, qui a publié des dictionnaires de la littérature française et des volumes dédiés à la littérature française d'origine croate, d'origine allemande. Et ils m'ont confié le volume dédié à la littérature française d'origine roumaine. Et j'ai trouvé 59 écrivains de langue française qui étaient d'origine roumaine. J'ai travaillé 2 ans pour faire ce volume. J'étais fier de mon travail. Et à l'époque, directeur, c'était Michel Simonin, le poète et le philosophe. Et quand je suis allé avec mes manuscrits, il y avait un comité dirigé par Michel Simonin, et ils ont regardé mes fiches, ils ont dit « Ah non, sûrement c'est en français. Ionesco, non, c'est en français. Mais Isidore Issoud, non, il joue. Isidore, non, c'est en français. » Et moi, je dis je ne peux pas reproduire ce que j'ai dit, mais j'ai renoncé à. Mais tu sais, il me semble que Racine même est d'origine roumaine. Oui, justement, dans le Caccione. Mais on a un exemple vivant de la génération de. Si on cherche bien, il y a un peu de roumain partout. Oui, peut être la Pléiade. Oui. On a bien commencé. Nous avons Racine, Recaccioni, il s'appelait Recaccioni. Tu as raison, nous avons à Paris une poète, je préfère dire une poète qu'une poétesse, je trouve ça pas beau, poétesse, une poète qui est roumaine et qui vit en France depuis maintenant 2 décennies au minimum, qui s'appelle Linda Maria Barros. Il y a son papa qui est là, que je connais bien, et elle est donc encore, ça continue ce processus des Roumains qui choisissent d'être en France et de faire leur œuvre en français. Et alors nous, on ne les indexe pas, mais on sait bien qu'en fin de compte, Linda Maria Barros, on la considère comme une Française, évidemment, on sait bien qu'elle est roumaine. Je parle devant témoin, il y a son père qui est là. Et voilà, je le salue. Aurèle, bonjour. Alors donc, vous voyez bien que c'est un processus inévitable. Nous avons des liens depuis 250 ans entre les lettres roumaines et les françaises. J'ai déjà dit hier à l'Institut roumain, je me répète, mais c'est important, à l'Institut français, pardon, mais j'ai dit même quand je dis l'Institut roumain, c'est l'Institut français à Bucarest. J'ai dit ça, que finalement, il y avait ces liens depuis 2 siècles et demi, et quand on m'a invité il y a plusieurs années à l'université de Busan, la 2e plus grande ville de Corée du Sud, j'avais un thème à choisir, j'ai dit, parce que c'était le thème justement des transmigrations des langues et des littératures, des croisements et des rencontres et vice-versa. J'ai choisi donc les amitiés roumaines-françaises depuis 250 ans. Donc je me suis bien
penché sur la question depuis le 18e, 19e, 20e et ça continue 21e. Et donc ça a été beaucoup apprécié par nos amis coréens et d'autres. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui existe, c'est un fait majeur. Et en fait, nous avons une complicité ad vitam aeternam, je dirais. Et elle est nécessaire. Et je suis très heureux d'être ici pour vous le dire. Et je suis heureux. J'ai bien connu Pétré, c'était Jonette, il était venu, il y avait la bourse à Sarah-Alexandria. Donc nous nous connaissons. Nous faisons une sorte de tissu. Nous sommes un rhizome, en fait. Malheureusement, la langue française n'a plus cette visibilité, la preuve. Nous sommes avec des gens de grande qualité ici, moins nombreux qu'ailleurs, mais c'est ainsi. La langue française est devenue une langue parmi d'autres. Elle a été une lingua franca. Bon, c'est comme ça. C'est pas forcément de la faute des poètes. J'ai dit à la fois ma rage et ma consternation, on a été abandonné par ceux qui dirigent et par les commerçants. Et ça a beaucoup joué contre la langue française. J'aime bien te taquiner, Sylvestre, parce que nous, par amour de la langue française, on la torture parfois, folklorition, correction, on a commencé bientôt. Bon, tu te connais bien le passage de folklorition à correction. Écoutez, le temps passe vite. Les Romains resteront, à mon avis, pour toujours francophiles et francophones, un petit peu au moins. Je vais donner la parole maintenant aux poètes pour lire leurs textes, parce que la poésie se lit et s'écoute. On ne va pas parler de nouveau sur ces questions théoriques, même s'ils sont passionnantes. Et alors, comment on va vers quel ordre vous allez mettre les... On va parler de ce livre, non? Maintenant ou après? Mais non, on finit par lire des poèmes. Oui. Non, mais Oui. il m'a dit que... On va lire d'abord. Sylvestre, si tu veux lire un poème en français. Tu pourras nous présenter le livre que tu as. Traduit en roumain et en anglais sur l'écran. Oui. On va finir par lire des poèmes, voilà. Non, Oui. c'est mieux. Oui. Et puis on va présenter les quelques livres après. Et puis on va parler avec les gens. Et avec ça. Oui. Nous, on est très bien ici, on n'est pas pressé, mais c'est vous qui décidez. Mais on n'est pas pressé, justement. C'est dommage qu'on n'a pas de vin. Mais non, on se contente avec le vin. Ça va très bien. Alors, Sylvestre, je t'invite. Ah bon, d'accord. Bon, alors. Et là, Moi, j'ai choisi, comme on m'a demandé d'envoyer quelques poèmes, enfin, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai été au poème de la cataracte et maintenant je dois chercher des c'est incroyable. Comment? Bon, je vais lire un poème que j'ai dédié à Jean Lescure, in memoriam. Jean Lescure, c'était justement un grand ami de Benjamin Fontaine. Je ne l'ai pas fait par hasard. Et Jean Lescure, j'ai beaucoup d'amitié et d'estime pour lui. Il est né en 1912 et il est mort il y a déjà 13 ans. Et donc c'était un peu de 2 ans l'aîné de mon père. Donc je le considère parmi d'autres, comme Guy Vic, Fresneau et d'autres comme un de mes oncles en fait, en poésie. Et on était devenus très copains. Alors voilà le poème. Il a cherché la source. Le jardin, enfin, lui appartient. Il l'écoute et l'entend dans le silence de la nuit. Les feuilles qui tremblent dans le vent remuent son sang. Sous ses pieds, le crissement du temps, imperceptible mousse dont il devine la présence. Tandis que la branche d'un saule effleure son épaule, il perçoit, venant du bois, le vol d'un oiseau de proie qui ne trouble pas le chant des grenouilles dans la mare en contrebas. Des lucioles guident ses pas quand il longe le mur de la grange au-delà de l'étang. Avant d'entrer dans la maison qu'éclaire un feu, il se retourne, lève les yeux vers les nuages. Il est l'éternel à cet instant. Cette vibration, ce sentiment à la fois étrange et apaisant, il les éprouvera quand la nuit l'accueillera à nouveau en ce jardin. Alors ça, c'est un poème que j'ai écrit comme on fait un croquis sur le vif. J'ai été chez lui souvent, il s'était retiré à la fin de sa vie près de la Loire, dans un endroit très beau et très secret. Il avait un étang chez lui, il y avait
sobre et très belle. Il était entouré de la présence des tableaux de ses amis peintres. Il a été un grand critique littéraire de la peinture aussi, des grands peintres, Zarouki et d'autres, Manissier, tout ça. Et on avait beaucoup de choses en commun, l'amour pour la peinture, l'amour pour la langue française, la poésie. Il avait été un grand résistant. Il avait écrit la revue Message pendant la guerre. Il s'était engagé, comme d'autres poètes, pendant la résistance. J'avais beaucoup d'amitié pour lui. Et il était... Longtemps, j'ai mieux communiqué plus facilement avec lui qu'avec mon propre père, parce qu'il était plus copain avec moi. Mon père et moi, on n'a jamais été copains. J'étais son fils respectueux et c'était mon père. Mais en même temps, on s'est toujours bien entendu, mais différemment. Et de mieux en mieux vers la fin de la vie de mon père, parce qu'on était tous les deux plus vieux. Et donc, Lescure, ça a été pour moi longtemps une sorte de substitut. Ils sont comme un grand frère. Pourtant, il avait 34 ans de plus que moi. Mais voilà, donc j'ai lu un seul poème là, on peut en lire d'autres, puis il y en a d'autres après, mais je lis seulement celui-ci pour l'instant. Merci Sylvestre. Je donne la parole maintenant à Grégory Rateau. Tu veux lire Si vous voulez. le poème? Alors en fait, c'est projeté, non? Il y a un ordre? Il va changer l'écran. D'accord. Écoute, tu peux t'en passer ici au Nord. De toute façon, c'est des poèmes courts, donc je vais juste en lire, je peux en lire deux, c'est ça? Ok. Alors, poème païen. À la fin, je me présenterai devant vous, presque nu, avec seulement mes bagues en éventail. Une pour chaque fille que j'ai vampirisée, les yeux gris d'un plein soleil, l'iris en parchemin, récit des folies de ma jeunesse. Mes muscles, à présent atrophiés d'avoir trop ou mal aimé. De rares cheveux formeront ici ma couronne. Unique récompense pour toutes mes conquêtes. Personne pour laver ma dépouille, lui donner les derniers sacrements. Juste une photo monstrueuse pliée dans mon point droit et qui n'aura plus rien à voir avec cette chose sans âge au trait aguicheur, couchée là, sur son lit de ronces. L'ironie glorieuse au coin des lèvres, innocence encadrée dans un miroir de poche, enfin confrontée à son portrait ravagé. Une vie entière pour un rien, car privée de tout, même d'une descendance. Donc un deuxième poème, Héritage. Qui sont-ils, ceux que nos proches convoquent d'outre-tombe pour justifier une ride, une dépendance de rien ou un succès d'estime? Ils ne sont pas grand-chose, mythes sans fondation, inconnus sans adresse, poussière noire balayée au fil du patronyme et malmenée par les unions indignes. Leur sang ruissellera à profusion dans nos veines? Foutaise. Ils ne ressemblent plus à rien, sinon à une poignée de raisins secs. Pourtant, aux heures les plus sombres, je les entends, leurs imprécations furieuses qui vous cueillent au berceau et vous collent une poisse d'enfer. Merci. Je dois vous dire que Grégory Rateau a déjà reçu plusieurs prix littéraires et que pour son dernier recueil, il a reçu le prix Rimbaud, accordé par la Maison de Poésie de Paris, dirigée par Sylvestre Mercier. Je dirais deux mots, parce que moi je ne connaissais pas Grégory, donc j'ai fait sa connaissance par hasard, on va dire, parce que j'étais moi au festival Voix Vive à Sète, qui est un des grands festivals de poésie internationale dans différentes langues à Sète depuis longtemps. Avant c'était à Lodève, mais dans le sud de la France, donc Sète, l'île de Paul Valéry. Et là, j'ai vu cet animal étrange, je taquine, qui avait publié un livre sur lequel je venais de mettre la main, qui s'appelle Le Pays Incertain. Le titre déjà m'a parlé. Moi j'avais publié un livre qui s'appelait Le Témoin Incertain, et déjà qu'il y ait le mot incertain dans le livre, ça m'a plu.
Voilà, donc ça m'a attiré vers ce livre. Il se trouve, c'est un hasard total, qu'il a été publié et choisi par un de mes éditeurs. J'étais là, donc c'était facile à trouver sur une table, La Rumeur Libre. Et donc je lis le livre et ça me parle, parce que je sens là qu'il y a quelque chose, il y a une authenticité, il y a une sincérité, il y a quelque chose qui se passe qui me parle et qui me plaît, quoi. C'est comme ça, on découvre les poètes comme ça. Et donc lui, il ne demande rien, il ne me connaît pas, etc. Mais moi, on me dit, il est là, c'est Guido Rior. Je vais lui parler, je lui dis, voilà, si ça, je vous vois, je dis, si ça ne vous ennuie pas, j'ai une table ronde que j'ai organisée là, qui va avoir lieu, je ne sais pas si c'était le lendemain après-midi ou cet après-midi, je ne me souviens plus, dans le parc, il y a des manifestations, et donc, si vous voulez bien venir écouter, puis vous mettre pas trop loin de moi, je pense que j'aimerais vous passer la parole à la fin, parce qu'il y a des choses que j'aimerais bien vous entendre pouvoir dire, j'aimerais bien comme ça savoir ce que vous allez dire, pas plus que ça. Alors il vient, il est là, il est très respectueux et très sage, et très agréable, sans problème. Et si je ne l'avais pas fait signe, il n'aurait pas pris la parole, il se disait on va voir, je ne sais pas, il est là. Et à la fin, donc il y avait tas de choses, il avait bien écouté, bien capté tout ce qui se disait, et il a fait une intervention de qualité, très, très bonne, et ça m'a confirmé que c'était quelqu'un qui non seulement écrivait des choses fortes, mais qu'il avait une tête bien faite. Il ne disait pas n'importe quoi, ni n'importe comment. Donc je me suis dit, ce garçon, excuse-moi Grégory, parce qu'il pourrait être mon fils évidemment, mais je n'ai pas pensé comme ça, j'ai pensé tout de suite, moi je ne pense pas à l'âge des gens, je m'en fous complètement. Dans ma tête, j'ai toujours 20 ans, même si évidemment mon corps n'a plus 20 ans. Et je me suis dit, ben, c'est bien, je vais le faire lire à d'autres. Alors je l'ai fait lire à d'autres, et je leur ai dit que c'était inévitable qu'il ait le prix Rimbaud. J'ai dit, ben voilà, un livre qui me parle, vous faites votre jugement, vous regardez, vous voyez ce que vous en pensez. Et ça a parlé à d'autres, et finalement il a eu une majorité de voix tout de suite pour le prix Rimbaud, et qui mérite amplement. Et ce qui est bien chez Grégory, c'est qu'il est alerte, il est agile, il est tenace et persévérant, comme d'autres, comme Linda, comme d'autres de sa génération, comme tant d'autres jeunes poètes. Quand on est jeune, on fonce, et donc c'est bien, j'aime bien, c'est un fonceur aussi. Donc il a su aussi faire des liens. Il vous a parlé du petit journal, il a tendu la main à Linda, elle est venue, il lui a fait un entretien, enfin bref, et avec d'autres, après il l'a fait avec d'autres. Donc c'est quelqu'un qui réagit bien, il réagit dans le bon sens. Je me suis dit, ben, Grégory, c'est quelqu'un qui mérite qu'on soit attentif à ce qu'il fait, comme d'autres méritent aussi qu'on soit attentif à ce qu'ils font. Et donc, comme ça, il s'est passé des choses et ça continue. Et Grégory, finalement, il est moins loin de Paris maintenant, parce que j'ai essayé de faire une sorte de passerelle entre lui et d'autres. Et puis, il a sa liberté totale, il va, il vient quand même de temps en temps à Paris, où il rencontre des poètes de sa génération, des poètes que connaît bien Linda et d'autres. Donc, tout ça, ça fait un petit mélange. Alors, après, c'est à eux de se débrouiller, c'est à eux de s'entendre, pas s'entendre. Moi, je m'en fiche, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de savoir si les gens sont poètes ou pas. Lui, il est poète comme d'autres que j'ai cités, que je pourrais citer. Voilà, il y a Yekta qui est là, bon, c'est un poète évidemment, il y en a d'autres ici, il y en a, vous êtes tous des poètes. Et ce qui compte, finalement, c'est la qualité de l'attention sincère qu'on porte aux autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la personne aussi qui est derrière celle ou celui qui écrit. Si c'est une ou un homme ou une femme qui a de l'intérêt pour les autres, ça veut dire qu'il n'est pas narcissique, il n'est pas que autocentré, nombrilique, qu'il va pouvoir, elle va pouvoir dialoguer avec d'autres. Après, ils sont d'accord ou pas d'accord, on n'est jamais d'accord, surtout dans la vie, heureusement. Et donc, voilà, chacun mène sa vie, c'est comme ça que ça va. Donc, je suis bien content d'être avec des poètes de différentes générations, moi, ça me plaît bien, et ça me maintient en forme de pouvoir continuer à faire ce que je crois devoir faire librement, voilà. Et j'ai la chance, moi, d'avoir fait la connaissance, il y a maintenant plusieurs années, de Valériou, qui s'est entiché de ma poésie, c'est ça, je ne peux pas dire autre chose, il m'a presque même bousculé en disant « Oh, je vais traduire ça, je vais faire ci, je vais faire ça ». J'ai dit « Écoute, Valériou, si tu veux, ça me fait plaisir, évidemment, je ne vais pas te dire non ». Alors il fonce et il fait des livres, il traduit, il m'a fait l'heureuse surprise d'apporter ici un livre, à partir d'un livre qui était épuisé de moi que j'ai là ici. Donc
c'est mon unique exemplaire qui est là. J'en ai peut-être encore plein à Paris, puis j'en ai apporté un là qui s'appelle Un jardin où la nuit respire, auquel je tenais particulièrement parce qu'il a été choisi, sélectionné, édité par un grand poète contemporain qui s'appelle Jean Portante, qui est né en 1950. Je crois que Valerio est né aussi en 1950. J'avais un autre grand ami suisse, valaisan, Jacques Tornet, qui est là, c'est mort d'un cancer il y a quelques années, qui était né aussi en 1950. Donc ils sont un peu mes cadets de 4 ans, et je les estime tous beaucoup, pour différentes raisons qui sont celles qu'on a pu développer ici. Et donc ce jardin où la nuit respire, il l'a aimé, il l'a traduit, et donc il est là en roumain. Et donc, je pourrais lire les poèmes qui étaient là, qui sont en anglais, en roumain, mais je pourrais lire aussi un petit fragment tout à l'heure si vous voulez. Mais enfin, je voulais finalement remercier ainsi Valerio, qui fait ça de manière très spontanée et désintéressée. C'est toujours touchant d'avoir des poètes et des traducteurs qui, comme Dinou, comme Petré, et Grégory qui fait des liens aussi à sa manière, vraiment généreuse aussi et vigoureuse, qui finalement se reconnaissent entre eux. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, Valérie, tu veux lire quelque chose pour nous de tes poèmes et aussi peut-être une traduction Non, je vais lire un poème, mais je suis presque aveugle et j'ai oublié. Alors prends des lunettes. Elles sont des plus, j'ai oublié mes lunettes. Elles ne sont pas des Je vais essayer. Il y a 5 ans, j'ai publié un livre à Paris qui... Prends le micro. Prends le micro. Ah oui, Il est devant toi. j'avais oublié. Les roses sont... Inversé. Donc il y a 5 ans, j'ai publié à Paris un livre, Ballade de mon ami de Bourreau, qui a été dans la finale des prix de poésie de l'Académie française. Je n'ai pas reçu le prix, mais j'ai eu le privilège d'avoir une préface signée par J'ai bien aimé le ton livre. poète Sylvestre Clancier, le président de l'Académie Mallarmé. Je vais vous lire un poème de ce volume. Aveuglement. Jésus-Christ n'a jamais porté de lunettes afin de protéger son regard du néant, afin de défendre ses yeux contre les sables du désert. Il n'a jamais porté de lunettes et il ne m'a pas vu quand je lui faisais signe que je voulais le suivre. Le suivre dans les miroirs du sommeil humble et confus comme ses disciples. Dans ma maison, Jésus-Christ n'est jamais entré me demander l'hospitalité, ne serait-ce que pour une nuit. Il n'est jamais entré me demander à manger, il n'est jamais entré me demander une coupe pour y boire sa crucifixion jusqu'à la ligne. Jésus-Christ n'a jamais porté de lunettes. Il aurait pu voir s'il avait été porté, s'il les avait portés. Ma maison au mur de prison, la rue des poètes, pauvre, déserte, inconnue, la rue des poètes aux ronces couvertes des épines de sa couronne, la rue des poètes aux acacias fleuris, même en hiver, la rue des poètes qui attendent le sang de son front. Il aurait pu voir les chiens de l'ami compagnon de longue causerie sur la terrasse de l'éternité. Tous les jours et toutes les nuits, il aurait pu voir nos pensées nocturnes. Mais Jésus-Christ n'a jamais porté de lunettes. Il n'a pas su qu'avec le temps, la vue s'affaiblit, comme l'amour s'affaiblit avec le temps, comme la foi s'affaiblit avec le temps. Jésus-Christ ne m'a pas vu, et moi, je ne l'ai jamais pris par la main en lui disant « Suis-moi, Seigneur,
dans mon royaume. Merci. Je dois vous dire que Valéry Stanko a reçu le prix Mallarmé cette année pour son dernier recueil publié l'année dernière. C'est un recueil dans la même collection qui est paru dans, Oui, Dans la même et collection. qui a la préface signée par Jean Portant. Au Luxembourg. Oui. Oui. Et donc un prix important, le prix Mallarmé. Merci Valério. Maintenant, je vais donner la parole à Nino Flamen, s'il le veut bien. Parole poétique. Comment? La parole poétique. La parole poétique, tout à fait. D'accord. Je vais vous lire quelques petits poèmes d'un livre que j'aime beaucoup, qui est traduit par ma fille. Avec, je me suis mêlé un peu mes confusions, mais c'est elle qui a donné l'expression. Le livre s'appelle Inattention de l'attention. Je suis très content parce qu'il est préfacé par un grand poète français, Jean-Pierre Siméon. Qui dirige la collection de poésie de chez Gallimard. Ouais. Et qui a précédé. Accélère, ralentissant, et jour après jour, insistant, toujours revenant, comme on tente des balles incandescentes de l'adolescence, les traces écarlates de la confusion autour de tes yeux, l'étonnement de te voir vieillir. Qui? Moi? Quel moi? Sans titre toujours, ce n'est que par une sorte d'inattention de l'attention que tu perdis ta dernière décennie en une seule année, lorsque rêveusement tu tournais la tête devant quelque chose qui te regardait sans te regarder, dans l'épaisse ironie du temps. Sans titre. Le premier mot du poème se réveille en levant le doigt, au milieu de la classe, sans même avoir écouté la question. Et maintenant, il est tenu d'y répondre, humilié devant le monde, bafouillant pourquoi lui, et comment lui, dans la présomption du trop-plein de l'être. Et comme je n'ai pas des dieux, je me mets à parler aux maisons. Ou alors, j'essaie de me montrer moi-même du coup. Et c'est toujours pareil. Un petit poème d'amour. Pétrarque en gare d'Avignon. Pétrarque en gare d'Avignon. Et le visage de l'or reflété un instant dans la fenêtre du train qui passe sur la voie parallèle. 20 ans d'amour céleste, avec les navires fatigants entre Vaucluse, Paris, Grand Liège, Rome, Padoue, Parme, Venise, Prague, Véron, où il apprend déjà la mort d'Émilie Maculée. Suivre 10 ans de plus et d'une adoration encore plus abstraite après sa montée au ciel à la droite du Père. Et maintenant, fatigué par sa propre obstination, il regrette confusément d'avoir succombé à cette passion, et au moins cela avait été autre chose que l'aperfectionnement du vice de l'attente qui s'excite devant la représentation. Tel abondamment illustré ce dernier temps dans les kiosques de la gare aux journaux, sur les voyages moins accessibles et surveillés par l'œil de la caméra. Et ensuite, finit la joie éveillée par la famine et le désir qui change le désir en amour dépourvu d'éros. C'est lui accompli comme absence dans la tentation de l'infini, valet de Flandres. Oh, merci. Et pour la bonne bouche, je vais vous lire un seul poème.
au milieu de la vie. Parfois, il nous est asséné des coups inattendus, furieux, pendant cette course d'obstacles étranges sans issue. Le chronomètre dans notre poche se bloque brusquement et nous regardons autrement, tout autrement, la chaise, le verre et la table. Nous demeurons sans un mot, comme liquéfiés. Les objets lentement s'entourent d'une clarté phosphorescente, une sorte de grand rideau étiré de côté, devant le ne sais quel brouillard ancien, on dirait de ténèbres vibrantes. Le temps s'arrête, rien plus ne coule. Nous ne bougeons pas, nous attendons, enfermés de façon hermétique dans un présent intense et vivant. Il y a quelque chose qui circule alentour. Il y a une tension silencieuse, une peur, comme si une apocalypse petite et dérisoire, cette vie qui est la nôtre, pouvait tomber là, devant nos yeux, tel un torrent fracassant, une cascade justicière. Le film se déchire alors dans l'énorme appareil de projection et nous nous réveillons au beau milieu d'une séquence dans le grand fleuve d'images qu'est le monde. La flamme de l'illusion s'éteint, puis elle s'égare. Tout se tait. À l'intérieur, le vide, un silence cosmique. L'esprit s'en trouve l'espace d'un éclair, d'un instant puissant, vers des mystères oubliés que nul jamais ne soupçonne. À nous, Jean, quelque chose de lourd, c'est une plainte qui tombe dans une sorte d'abîme. Puis autre chose, doucement, s'élève vers un tourbillon de lumière, et l'on aperçoit une pureté étonnante, indestructible. Dans la nouvelle limpidité de la vision intérieure, nous voyons vaguement, s'agit-il d'un autre film plus subtil, des dieux adultes attablés là-haut, qui nous font discrètement des signes de la main. Ils nous sourient et nous attendent. Voilà, ça c'est tout ce que nous avons préparé pour vous ce soir. Et j'invite Sylvestre à lire un peu ma poème, peut-être aussi. Ils sont préparés là, pour rendre hommage à ceux et celles qui les ont traduits. Oui, c'est Par courtoisie, je pense que par courtoisie, ils les ont traduits en anglais et en roumain. Ça marche là? Oui, je vais les lire parce que sinon c'est un peu dommage pour eux, ils ont fait ce travail. En les lisant, on rend hommage parce que les traducteurs, c'est quelque chose. À l'ombre des nuages, il entrevoit la nature sauvage. Elle déborde de vie et d'énigmes et lui offre son ancien visage. Serait-ce un songe ou sa mémoire qui dresse en vain ce mirage? Ce qui était vert ou brun et qui au fond reste sans âge, est peut-être en train de mourir, mais il lui faut encore y croire. À quoi peut servir la fleur dont nulle abeille n'a su faire son miel? Serait-ce en fait comme ces pleurs auxquels la demoiselle s'essaye sans que personne ne survienne? Dans ses mains, il pétrit la terre, en son cœur, il ressent le vent, sur son dos, il porte le ciel. Dans ses mains, il pétrit la terre, elle subit, il se croit vainqueur, il prétend l'aimer, menteur, il la pille, la maltraite, il la ruine pour son malheur, il devrait rougir de sa perte. Il faut de tout pour faire un monde, de l'air, de l'eau, de la terre et du feu, vents et tempêtes, mers et déserts, ombres et lumières. Mais surtout, il y faut des arbres, et qu'ils soient épargnés par la guerre.
Si elle était l'estuaire, elle l'accueillerait dans ses bras. Si elle était l'origine, elle le cacherait dans son sexe. Si elle était le sommet, il se coucherait à ses pieds. Si elle était la caverne, il l'éclairerait de son feu. Si elle était le volcan, il aimerait être sa lave. Qui est-il pour oser l'invoquer, comme si le cours du monde en dépendait? Et le dernier. Dans quelle galerie de la terre les taupes ont-elles caché la lumière, si aveuglante qu'elles n'en voulaient pas, dans leur éternelle nuit qu'elles creusaient en silence? Mammifère lente au creux du temps, mangeuse de ténèbres à chaque saison sous la terre. Vivante là où la nuit l'attend, encre de sa vie qui l'emporte, tout feu éteint, et qui sans fin lui ronge de l'oreille à la moelle, lui brûlera le cœur comme un jet de vapeur et lentement le détruira avec des mots semblables à des faux, des mots en motte qui formeront des tas, des amas sans éclat qui mangeront sa langue. Lui, l'humain, qui sera mort en vain. Merci de vos attentions. Chers amis, j'ai un livre, Grădina în care noaptea respiră, c'est le troisième livre de Sylvestre Clancier que j'ai traduit en roumain. J'en ai encore quelques exemplaires. Je vous les offre gratuitement si vous voulez avoir sa signature. C'est difficile de parler, dis-nous, c'est difficile de parler d'un seul volume de Sylvestre parce que ces volumes s'enchaînent, ils naissent l'un des autres, tu vois. C'est un volume de grands thèmes et des questions importantes. C'est ça la poésie de Sylvestre. C'est difficile. Mais moi, j'ai écrit une étude sur sa poésie de 20 pages, donc j'ai tout dit, hein, je crois. Donc j'en ai encore quelques exemplaires, si vous en voulez, je peux vous les offrir. Et avant de les offrir, j'invite Grégory Lafont de nous lire encore un ou deux poèmes. Et puis des questions, et puis des questions. On va dire 3 questions. Beyrouth. Un taxi noir. Attends un peu, parce qu'il va afficher la traduction. Ah, il faut qu'il attende, parce qu'il est proche de voilà. Fernando Pessoa fait partie de la francophonie. Il a écrit en français. Et toi, tu es son traducteur. Il a écrit en français aussi. Pas, C'est sûr. ce sont pas des Magnifique. quand même. Beaucoup. Ouais, Plusieurs. ouais. En anglais aussi. C'est bon. Beyrouth. Un taxi noir, celui d'après minuit. Mon chauffeur et ses sourcils de loup-garou dans les nuits fauves de Beyrouth. Cette montagne dressée au loin, constellation d'un polo en transe. Je décroche, à côté de mes pompes, tel un somnambule. La ville jappe, puis bat la mesure en rythme. Par la fenêtre, des fils électriques tressés à l'infini. Tout va trop vite. Ça défile, appartement percé de part en part, éclats de balles, des trous de la taille d'un obus, un goût de poussière, odeur de pneus brûlés, ma tête prête à exploser. Comme si des doigts essayaient de me faire avouer. Mais quoi? Je délire. Un gamin court après la voiture. Le feu passe au rouge. Des scooters nous tournent autour. Haine de l'étranger. Je fonce. Sur les bords de mer, la lune fait du surplace. Le ciel pris de folie. Des lucioles rebondissent sur le sable. Des chars défilent. Tremblement. La terre entame son solo de jazz. Je rêve d'une femme, la peau claire aux cheveux noirs, mais j'ai droit à la lampe d'un militaire braqué sur mon désir. Il nous fait ranger sur le bas-côté, fouille au corps, vérification des papiers. Le loup-garou ne veut pas aller plus loin. Je longe la plage. Des couples se cachent dans des voitures tout phare éteint. Dans l'eau, elle est là. La femme à la peau claire aux cheveux noirs.
Elle n'a pas peur des flammes, des reflets brûlants sur les vagues. Nous plongeons. Sous l'eau, une autre nuit, une longue phrase. Merci. D'accord, on est à la fin de lecture et je vais donner la parole à la salle. D'abord, Daniela Reginaru, une jeune poète roumaine que j'apprécie. Daniela. Bonsoir, Un micro, Merci, je vous remercie pour votre présence riche. Seulement, excuse-moi, mon français, c'est pour un petit peu exercer il y a longtemps. J'ai aimé l'idée d'être critique sur le personnage du poète qui a été véhiculé par Sylvestre. Je suis curieuse, il y a deux mouvements de lesquels je sais en Roumanie qui sont guidés par cette idée, la poésie et tout. Il n'importe pas, on n'avait pas des éléments pour l'encadrer. J'ai peur des mouvements comme ça et je suis très curieux. Quel est votre critère principal pour munir votre esprit critique, le faire vivre encore? Donc Sylvestre nous a dit, il apprécie la personne aussi, il va voir l'intégralité de l'artiste. Et je suis curieux pour tous les invités, quel est l'élément principal de ça. Merci. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps de tous répondre à cette question, mais peut-être Sylvestre veut le dire. Je sais que la question ne s'adresse pas uniquement à moi, donc les réponses peuvent être différentes. Moi, j'ai cru avoir dit assez clairement ce que je pensais. Je l'ai exprimé peut-être de manière plus explicite hier à l'Institut français, quand j'ai expliqué que pour moi, la voix VOX d'un poète ou d'une poète, quelle que soit sa langue et quelle que soit sa nationalité, quelle que soit la langue dans laquelle à un moment donné, je fais hommage à Pétré, c'était très fort ce texte, il ou elle a décidé d'écrire dans une autre langue et peut-être d'autres. Bref, je ne vais pas refaire ce qui a été dit. Je pense que ce qui compte, c'est aussi, comment dire, comment cette personne, elle dirige sa vie, quel est l'axe principal qu'elle donne à sa conduite, je dirais même éthique. Alors on pourrait même dire créer poétique, P-O-E-T-H-I-Q-E. Pour moi, il y a un lien entre poésie et éthique. Poétique, pour moi, c'est clair. Dans mon sens à moi, j'ai eu la chance et le privilège d'étudier le grec ancien, d'aller en Grèce, parce qu'une de mes filles a été à l'Institut français de Grèce et elle parle le grec moderne. Et j'ai étudié les langues anciennes, bon, bref, peu importe. Et moi, je considère que nous devons tout, si nous avons un intérêt pour l'histoire des civilisations et des langues, pourquoi on passe de l'oralité à l'écriture? Quelles sont ces premières écritures des milliers d'années avant Jésus-Christ? J'ai écrit sur l'écriture première au pluriel. Pour moi, c'est un tout. Nous venons de quelque part, de l'homme des cavernes qui est sorti, bon bref, et on est passé de l'oralité à l'écriture, et l'écriture c'est un sens pour nous, donc il faut donner un sens à ça. On a la chance d'avoir eu tous ceux qui nous ont précédés. Il faut les revisiter, il faut les porter en soi. C'est la seule façon d'avoir un sens commun, un bon sens, le sens du partage et le sens de la tête que nous devons à tous celles et ceux qui ont porté les valeurs, qui ont humanisé l'homme. Mais l'homme, il est toujours défié par sa bête immonde qui le ronge, qui est la violence, l'indifférence aux autres, le mépris, et ça c'est horrible, c'est terrifique, ça nous bouffe. Et regardez dans quel état est le monde aujourd'hui. Donc le poète doit faire la guerre à la guerre. Et il n'est pas naïf non plus, il est pour la paix, mais il y a des moments où il y a des guerres qui sont malheureusement des guerres de défense, qui sont des guerres justes. Il y a des guerres horribles qui sont des guerres d'invasion, je ne vais pas détailler, chacun peut penser ce qu'il veut, mais on constate quoi aujourd'hui? C'est que l'homme il revient davantage dans la guerre dont il
il ne sort pas, il ne s'en dépêtre pas, il revient dans des valeurs de violence qui sont des fausses valeurs, dans des informations qui sont fausses, dans des données qui sont complètement aberrantes, et il se pourrit la tête par la propagande partout, d'un côté, de l'autre, c'est horrible, et on voit quoi? On voit les démocraties de plus en plus fragiles, et on voit la perte des repères chez les jeunes qui sont bouffés par le temps qui passe sur les réseaux sociaux, qui ne pensent plus, qui ne savent plus rien, qui ne comprennent rien, qui n'écoutent plus personne, et qui préfèrent devenir paranoïaques, conspirationnistes, qui se font bourrer le cerveau. Et ça, pour moi, un poète, c'est intolérable. Il faut défendre la démocratie, il faut défendre le jugement, le libre arbitre. Ça se fait pas, les valeurs, ça se fait pas en un moment. Ça ne peut se faire que par la transmission et le soutien que nous apportons aux générations qui vont nous suivre. Sinon, l'homme qui va disparaître, et puis tant pis pour lui. C'est pas grave, on se sera battu pour rien. On aura espéré que l'homme deviendrait humain, mais il est tellement inhumain que notre rôle de poète, c'est d'être des résistants, des transgressifs, des combattants. Mais on peut le faire par la douceur, la tendresse, on n'est pas obligé de toujours gueuler, on peut le faire aussi par la subtilité, la nuance. Regardez la différence et en même temps la force qu'ont eu Verlaine d'un côté, Rimbaud de l'autre. Ils se sont aimés, ils se sont rejetés, ils se tirés sur la... Bon, bref. Eh bien, ce sont deux valeurs différentes mais complémentaires. Donc on peut écrire avec douceur et musicalité, on peut écrire avec force et vigueur, sans savoir très bien toujours ce qu'on écrit d'ailleurs. Mais ce qui compte, c'est de dépasser les limites, sortir des frontières, abolir les frontières. Bref, je pourrais parler pendant des heures de ça, mais je sais que vous avez vous-même en vous exactement ce que je dis. J'ai pas besoin, je sais que vous le savez, et les gens qui sont là aussi, sinon ils ne seraient pas là. Et donc, malheureusement, nous sommes de moins en moins nombreux. Il ne faut pas désespérer, hein. Mais bon, merci. Alors, Yekta, tu veux dire quelques mots, s'il te plaît? Merci pour tout ce que vous avez dit. J'ai une question sur, vous avez beaucoup parlé de traduction, de transmission, de voyage des langues, entre les langues, dans la langue. Je crois que vous avez tous été traduits, toutes et tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir la chance d'avoir des échanges avec votre traducteur dans une autre langue? Et lors de ces échanges, quand le traducteur vous demandait des précisions, ou la traductrice vous demandait des précisions, des développements sur ce que vous aviez voulu dire, ou quelle vision vous avez de vous rendre compte que les questions qu'il vous posait éclairaient sous un nouveau jour votre poème, et d'avoir eu envie, ou de l'avoir fait, de modifier en fait votre poème original, alors qu'au début il était censé être simplement traduit, et d'avoir cette espèce d'aller-retour. C'est plus compliqué quand le poème a déjà été publié, mais voilà, c'est juste une question ouverte que je vous pose à toutes et à tous. Mais tu as tout dit dans ta question. Il y a la réponse dans la question. Il y a ta réponse en tous les cas. Moi, j'ai l'impression que j'avais traduit un peu trop, parce qu'il y a une bibliothèque déjà. Rarement, j'ai eu l'occasion d'être en contact avec un auteur. Fernando Pessoa est mort depuis longtemps, Vallejo aussi, Neruda et les autres. Voilà, y compris le Tréamont. J'avais commencé par traduire le Tréamont. Mais maintenant, c'est politiquement incorrect, hein, ça ne passera pas, je vous jure. C'est terrible. Je demande, si vous me permettez, je demande uniquement des précisions des lieux, de situations. Par exemple, j'ai traduit un poète récemment, il viendra demain, un Cubanais. Donc, il citait les lieux de sa naissance, des paysages, tout ça. J'avais besoin de préciser en quelque sorte le lieu pour faire une référence exacte. Sinon, écoutez, c'est mon affaire. Moi, je navigue à l'intérieur du texte et je mets ma sensibilité, la sensibilité de ma langue, pour que ça ne soit pas la traduction, c'est l'essentiel. Ça doit devenir un poème roumain, authentifié par
par la langue, par la sensibilité d'un lecteur humain. Ce n'est pas facile. Et c'est très difficile quand le poème est médiocre. Il faut renoncer effectivement. Parce que quand le poème est médiocre, s'il a des abaissements, s'il y a des hésitations qui passent mal, déjà tu es obligé de soulever en quelque sorte l'originel pour exploiter les possibilités de ta langue. C'est-à-dire là où tu forces un peu sur l'expression dans ta langue sans pour autant le trahir l'original. Mais tu joues toujours sur l'expression, sur la vie, la vivacité du texte, c'est ça. Et la poésie, elle ne peut pas être traduite par quelqu'un qui sent la poésie. C'est essentiel. Au-delà, il y a énormément de théories, de traductions, tout ça. On a écrit des livres entiers sur à propos de Samuel Beckett. Comment il se traduisait lui-même, comment il changeait, passait d'une langue à l'autre. C'est un franglais spécial. Bon, peu importe, c'est pas ça. C'est l'émotion qui doit passer ou non. Parce que s'il n'y a pas l'émotion dans la poésie, même dans la poésie la plus aride, alors ça passe pas. Ça marche aussi avec le prose. Baudelaire qui a traduit Edgar Allan Poe. C'est très difficile à traduire Baudelaire parce que... Non, l'inverse. Baudelaire qui a traduit Edgar Allan Poe en français. Oui, oui, bien sûr. On a beaucoup d'exemples. Par exemple, Arguesi, chez nous, il a traduit Baudelaire, mais c'était Arguesi. Voilà. Il s'était éloigné un peu trop, par exemple. Mais il a eu la malchance d'être mal traduit par les autres. En italien, en français, c'est la catastrophe. On m'a raconté ce poète oui. Bon, ça arrive souvent. Rater la traduction de la poésie, c'est assez souvent. C'est assez souvent. Mais il y a des poèmes qui sont intraductibles par leur grande complexité. Ils ne peuvent pas parler. C'est Alessandra, le poème de Lycophore, je le connaissais très bien, c'est le monologue des Cassandres, fermé dans la tour. Et Baudelaire, il aurait aimé, Mallarmé, il aurait aimé lire une traduction. On dit que Paul Celan a cherché, a provoqué la traduction qui existe actuellement en français par Pascal Quignard, et qui a fait une autre chose parce qu'il a recréé des balbutiements formidables, ce personnage formidable, qui ne se m'en disent presque rien. En quelque sorte, c'est comme Gerasim Luca. Et c'est très ancien. Ça date de cette période de l'alexandrinisme en toute puissance, qui était d'une grande créativité. On l'a méprisé longtemps. On disait, voilà, c'était des grammairiens qui ne faisaient que s'attacher au texte. Non, c'est eux qui ont mis les fondements de la littérature actuelle. Et Pascal Quignard, il a accepté ce défi, mais Paul Celan, il est mort. Et finalement, il a publié. Je vous recommande de lire Alexandre. Je l'ai lu. Et j'ai lu aussi les traductions de Marguerite Yourcenar. Oui, mais de Marguerite, tout cela, c'est différent. Mais ce sont des défis pour le Happy Few. Voilà, qui sont effectivement passionnés par cette impuissance, finalement, qui est la gloire peut-être de la poésie, impuissance de s'exprimer. C'est un paradoxe. Je ne veux pas glisser sur cette pente. Est-ce qu'il y a encore des commentaires, des questions? Simona est une poète et écrivaine très connue en Roumanie, mais elle est modeste, elle parle très bien français. Non, je n'ai rien à dire. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Parce qu'il y avait 3 personnes, il me semble. Non? Ok. Alors, Magda, je vais répondre aujourd'hui à une question que tu as laissée hier pour moi.
la poésie est la langue qui coule sur la joue du paradis. Bien. Alors, on va conclure cette rencontre avec les livres de Sylvestre Glacier qui sont là et qui sont à votre disposition si vous voulez avoir des dédicaces. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres livres à montrer? Non, c'est Carolina qui s'occupe de mes livres. Enfin, Ah, d'accord, ok. En fait, on n'a pas le droit de les vendre en dehors de. Ah oui. Demain soir à 18h à la librairie Kiralina, il y aura la présentation de plusieurs livres d'artistes faits par Sylvestre Glacier avec des artistes engagés ou promus par Baba Miroulac dans sa maison d'édition Transcendant de Paris. Je vous invite chaleureusement d'y venir. Et avec ça, on